c'est un monstre d'amour. Une furie rugissant toute la colère de son cœur blessé, voici l'énigmatique Médée. L'une des figures les plus fascinantes et controversées de la mythologie grecque, dont l'ombre sanguinaire a plané sur tous les arts, de la peinture à l'opéra. Du 10 avril jusqu'au 11 mai, les ors du Palais Garnier trembleront sous la vindicte de la terrible héroïne, dans la tragédie lyrique écrite en 1693 par Marc-Antoine Charpentier, dont je vous emmène dès à présent découvrir les coulisses. Alors Médée, opéra maudit? Eh bien non, car l'histoire aime les incompris. Médée, c'est l'histoire de la révolte d'une femme, celle d'une princesse colchide qui, par amour pour l'intrigant Jason, était prête à tous les sacrifices, y compris les pires. Pour assouvir les désirs de l'ambitieux jeune homme, elle aura en effet tout fait. Utiliser ses pouvoirs de magicienne pour lui servir de bras armés, l'aider à capturer la toison d'or et même dépecer son propre frère. Aussi, quand déjà lassé, l'ingrat la quitte pour une autre femme, l'amante dévorante va retourner son poignard contre celui qui l'a bafouée. Sa rage d'aimer, elle va la verser dans une folie de destruction. Un vertige meurtrier qui la conduira à commettre ce que l'histoire jugera comme le pire des crimes pour une femme, s'en prendre à la chair de sa chair en tuant ses enfants. En 1693, lorsque Thomas Corneille, frère du célèbre dramaturge, rédige l'argument de la tragédie lyrique en 5 actes que lui commande Marc-Antoine Charpentier, se souvient-il de la ténébreuse affaire de Poison qui, 20 ans plus tôt, avait embrasé la cour des plus folles rumeurs, lorsque la favorite avait été suspectée d'employer la sorcellerie pour reconquérir le cœur du roi Soleil. On se le demande, car comment ne pas penser à la célèbre favorite répudiée, Athénaïs de Montespan, dans cette Médée qui empoisonne sa rivale au moyen d'une robe enduite de mortels onguents. Quoi qu'il en soit, ces 20 ans plus tard étaient peut-être déjà trop tôt, car malgré tous les arguments en sa faveur, lorsque Médée fut présentée à l'Académie royale, elle ne connut qu'un succès mitigé qui s'éteignit totalement au bout de 10 représentations. La faute, cette œuvre hybride, fidèle au commandement de l'art poétique antique voulant que l'on mêle théâtre, poésie, musique et danse, était trop en avance sur son temps. Ses italianismes, ses passions excessives, furent mal compris et boudés par le public français. Et lorsque l'œuvre fut timidement reprise en 1700, un incendie des décors survenu en une nuit acheva d'enterrer définitivement toutes ses velléités de succès. On l'a dit, l'histoire aime les incompris, car plus de 300 ans après sa création, grâce à un regain d'intérêt pour le baroque, la Médée de Charpentier fut tirée des placards, suscitant un intérêt nouveau pour le compositeur outsider dont le Te Deum devint même l'hymne de l'Eurovision. Bon allez, assez parlé, maintenant je me change et je vous emmène voir les répétitions. C'est parti. Et j'ai rendez-vous avec la mezzo-soprano Léa Desandré qui interprète le rôle-titre de Médée. Alors pour un rôle comme Médée, qui quand même a mauvaise réputation comme personnage, comment on l'approche ? Alors à l'opéra, la spécificité, c'est qu'on a nos plannings qui sont faits très en amont. Donc Médée, ça va faire plus de 2 ans maintenant que je sais que je vais le chanter. Et donc c'est un travail préparatoire à la fois psychologique, physique et aussi de recherche qui est passionnant. On va à la recherche d'écrits, que ce soit des textes, de la musicologie, on s'inspire de tableaux, on voit le monde au travers du prisme de Médée. J'ai commencé par lire le livret du compositeur et la vision que j'avais de Médée, c'était une femme beaucoup plus violente, méchante. Et au travers de ce livret, j'ai découvert un autre personnage qui, pendant quasiment 3 actes, passe son temps à demander pardon, à essayer de faire changer. Et en fait, c'est les personnages autour d'elle qui sont vraiment avides de pouvoir, très cruels. Et ça rend le personnage, au moment de sa métamorphose, du moment où la magicienne prend le dessus, on entre vraiment en empathie avec elle. Il y a des petits indices qui viennent s'immiscer dans la pièce, par exemple, sur le dernier acte, lorsque apprend que Créuse a été tué, que Médée s'est laissée emporter par sa folie de magicienne. Il dit, lui, comment est-ce que je pourrais faire pour lui faire du mal? Je vais tuer les enfants. Donc Jason aimait l'idée de tuer les enfants avant Médée. Et elle arrive et elle fait « Well, too late, j'ai eu l'idée avant toi ». Mais donc ça change tout. Ça ne met pas Médée comme la figure de la femme qui a tué ses enfants, mais comme son mari, comment faire pour faire du mal à l'autre. Parce qu'elle-même a été blessée. Exactement. Si c'est quand même vachement servi d'elle, Jason. Et pareil, quand on lit aussi les récits, on se rend compte que dans la mythologie grecque, les dieux punissent
toutes les personnes qui commettent des crimes. Et en fait, Médée, c'est un des personnages qui a fini aux Champs-Élysées. Et normalement, elle aurait dû être punie. Et le fait qu'elle soit pas punie veut dire que quelque part, les dieux justifient tous ces crimes. C'est un personnage très actuel. Quand on regarde d'où vient Médée, elle a ce contact très terrien qu'ont les Amazones aussi. Les Amazones, c'était des figures de liberté, d'indépendance. Et notre objectif dans cette mise en scène avec le metteur en scène, c'est de se dire qu'à la fin, on souhaite que le public, en sortant, se dise « mais j'aurais pu être Médée ». Comment ça se prépare physiquement? La préparation de Médée, c'est un peu comme un marathon, parce que c'est un rôle très long. Il faut arriver à avoir l'endurance en scène, psychologiquement à tenir le coup aussi sur un rôle comme ça qui peut vous brûler, qui peut nous manger vraiment de l'intérieur. On commence les répétitions en étant seul, avec le metteur en scène, quelques solistes, puis après arrive ce qu'on appelle le continuo, donc c'est un peu plus de membres de l'orchestre, le chœur. On arrive sur scène, il y a comme une sorte de crescendo. Sur cette production, en plus, je suis amenée à danser, parce que j'ai fait 13 ans de ballet. Cet aspect physique m'aide aussi à trouver mes racines, à être ancrée, à quelque part posséder la scène et la salle différemment, avec un ancrage beaucoup plus physique, qui fait qu'on trouve une verticalité aussi dans le rôle et plus de puissance. Au final, c'est intéressant cette approche parce que c'est presque ancré le déchaînement de Médée, ce qui la replace justement dans une perspective de contrôle. En fait, dans cette mise en scène, David McVicar, le metteur en scène, me disait souvent en répétition « pense que tu es comme un loup-garou au moment où le loup-garou va se transformer, le moment de la mutation ». Et donc les 2 premiers actes, c'est cette lutte d'empêcher le loup-garou de sortir. Le 3e acte, on commence à voir que ça déborde. Elle est à bout. Pas à cause d'elle, mais à cause des gens autour d'elle, en fait, qui ne la prennent pas au sérieux. Et 4e et 5e, on laisse sortir le loup-garou. Toujours se méfier de la colère d'une femme. Always.